Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, la baisse des sulfites dans les vins blancs et rosés, le plaisir gustatif avant tout en évitant les déviations. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Philippe Gabillot, œnologue à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Et cette vidéoconférence est organisée avec toute l'équipe Viti de la Chambre d'agriculture 37, avec l'appui technique du GDVV 37, groupement de développement vitivinicole, et le soutien de la FAV 37 et d'Interloire que nous remercions. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement, tous les acteurs de la filière perçoivent l'évolution du goût du consommateur et la baisse des intrants devient un enjeu majeur. Donc l'anhydride sulfureux ou SO2 est employé depuis toujours en œnologie, mais nous, œnologues, techniciens, vignerons, nous devons nous adapter et revoir notre façon d'utiliser le SO2. Moins, mais mieux. Et sans avoir aucune déviation d'ordre microbiologique ou liée à des phénomènes oxydatifs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, deux experts vont vous présenter leur expérience. Olivier Pillet, chef produit et responsable développement biotechnologie à l'Institut œnologique de Champagne, durant 25 minutes, vous présentera les aspects microbiologiques et d'ordre donc liés aux aspects préfermentaires, fermentaires et post-fermentaires en ce qui concerne la bioprotection. Ensuite, Christine Lagarde-Pascal, responsable recherche et développement chez Vivention, se penchera sur la gestion des risques oxydatifs durant les phases préfermentaires au niveau du raisin et liées à la présence des composés phénoliques, et ce durant 20 minutes. Ensuite, un témoignage d'un vigneron de Vouvray, François Pinon, résumera ses préoccupations par rapport à la baisse des sulfites. Je conclurai ce webinaire et durant les 60 minutes de visioconférence, vous pouvez vous poser vos questions à l'adresse qui s'affiche en pied de page, viti@cda37.fr. J'attache votre attention, le respect de l'horaire est impératif. À midi, la visio se coupera. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Olivier, je vous laisse la parole pour 25 minutes pour évoquer les aspects bioprotection des mous blancs et rosés. À vous, Olivier. Merci Philippe, merci de m'avoir invité à parler de ce sujet qui nous est cher à l'IOC, sur les alternatives aux sulfites. Donc aujourd'hui, c'est un vaste sujet, évidemment, je ne vais pas parler de tout. Dans le temps imparti, je vais vous parler un petit peu des risques microbiologiques dans ces vinifications avec peu de sulfites, et notamment dans le cas des vins blancs. Donc tout de suite dans le vif du sujet, donc Philippe en a un petit peu parlé, mais évidemment pourquoi on souhaite réduire les sulfites, et notamment par rapport à ce que peuvent dire les médias et les consommateurs à propos des sulfites dans les vins. Alors, bien qu'il y ait plein d'autres aliments qui contiennent des sulfites et parfois en quantité plus importante, c'est malheureusement souvent dans les médias le vin qui est pointé du doigt et qui nous entraîne professionnels à réfléchir à notre manière de vinifier avec moins ou sans sulfite. Donc voilà. Donc ce que je vais évoquer lors de cette présentation, c'est déjà des aspects de bioprotection préfermentaire, et je vais plutôt m'attarder là-dessus, et après j'évoquerai un peu plus rapidement les aspects de bioprotection fermentaire, qui est quelque chose qu'on connaît maintenant depuis un certain temps, et puis les aspects de contrôle microbiologique post-fermentation par rapport à éventuellement des risques bactériens sur les vins blancs. Donc il faut un petit règle quand même au niveau microbiologique, c'est que tant que le raisin est intact, il faut quand même se rappeler que l'intérieur du raisin est stérile, il n'y a aucun souci. Là où ça se dégrade, c'est quand le jus de raisin va rentrer en contact avec d'autres micro-organismes qui vont être présents sur la peau pour une partie, mais aussi sur les surfaces vinaires. C'est une grosse source de micro-organismes, les cuves, le matériel vinaire. Là, alors là, il va se produire ce qu'on peut dire un véritable Big Bang au niveau microbiologique, et c'est vrai que explose véritablement à ce moment-là, puisqu'on a un accès au sucre qui va permettre la multiplication des micro-organismes. Alors parmi ces micro-organismes, dans les vins blancs, ceux qui vont nous embêter le plus, et notamment dans les phases préfermentaires, ça peut être les Saccharomyces cerevisiae indigènes, avec des départs en fermentation sur des mous peu sulfités qui peuvent intervenir trop tôt, par exemple pendant une clarification, pendant des stabulations de bourbe, des choses comme ça. Donc des cerevisiae indigènes, et puis aussi une autre espèce qui est Hansenia sporoivarum, qui est une non-Saccharomyces et qui peut se multiplier très très vite en conditions préfermentaires, même si la température n'est pas très élevée, et provoquer des montées importantes d'acidité volatile.
Un autre risque pour les blancs, plutôt, c'est la présence de bactéries lactiques Enococcus qui peuvent déclencher la fermentation malolactique alors qu'on ne la souhaite pas forcément toujours sur ces produits-là et entraîner aussi des goûts beurrés qui peuvent être indésirables. Et puis, dans certains cas, on peut aussi avoir, alors c'est moins fréquent, mais des bactéries acétiques sur mou qui se développent assez tôt et donc qui peuvent produire également de l'acidité volatile. Donc, par rapport à ces différentes menaces, une première étape, c'est la bioprotection, le biocontrôle préfermentaire. Et une des solutions, c'est de travailler avec des levures non Saccharomyces. Et nous, on a travaillé avec une Mechnicovia fruticola. Alors, c'est un nom un petit peu difficile à prononcer, mais moi, j'ai l'habitude, vous allez voir, donc il n'y aura pas de souci. Donc, alors, un premier aspect, première vision visuelle de ce que c'est que la bioprotection. On n'est pas sur le raisin, on est sur des pommes. Vous voyez la première série de pommes, la ligne supérieure, là, c'est des pommes témoins qui ont été blessées et inoculées avec une moisissure, un pénicillium. Donc, vous voyez le développement. Et la deuxième ligne, la ligne inférieure, c'est la même chose, mais on a aussi inoculé une levure Mechnicovia fruticola et qui a permis en fait de restreindre assez fortement le développement de cette moisissure à la surface de la pomme. Donc c'est une preuve simplement visuelle de la bioprotection qu'on peut avoir avec cette espèce. Mais alors, bon, c'est vrai qu'on ne voulait pas s'attacher simplement à la pomme, donc on a travaillé sur raisin, sur une sélection avec l'IFEV de Beaune, en Bourgogne, sur la sélection d'une souche Mechnicovia fruticola, donc à partir d'une collection de 500 souches à peu près, qui a été isolée à partir de raisins ou de mou non fermentés sur plusieurs années en Bourgogne. Et alors je dis non fermenté, parce que c'est important, parce qu'on voulait que la levure n'ait pas de pouvoir fermentaire, pour vraiment pouvoir exercer une bioprotection contre les micro-organismes d'altération en situation pré-fermentaire sans déclencher de fermentation. Donc les autres critères, c'était aussi d'avoir une bonne implantation à basse température, qui est souvent une condition pré-fermentaire. Évidemment, une très faible production d'acide acétique, puisque c'est ce qu'on cherche à éviter, notamment si on lutte contre Hansenia sporoivarum, et une balance aromatique positive, c'est-à-dire pas de production de métabolites indésirables au niveau aromatique. Alors, premier point de vérification, là, dans ces situations où on a laissé sans inoculation sérivisée jusqu'au 5e jour, on voulait qu'il y ait une phase préfermentaire. On a testé différentes alternatives possibles de bioprotection. Un témoin sulfité classique, en rouge, vous voyez, il n'y a pas de démarrage en fermentation jusqu'à l'inoculation en sérivisée au 5e jour. Et vous voyez en vert clair, vert foncé, 2 doses différentes de Mechnicovia fruticola. Gaia, c'est son nom commercial. Et vous voyez, vous n'avez pas non plus de démarrage réel en fermentation alcoolique. Par contre, avec une autre espèce qui est Torula spora delbrueckii, on a un pouvoir fermentaire et donc vous n'avez pas de phase préfermentaire effective. Vous avez un léger démarrage en fermentation alcoolique. Et plus encore avec une Saccharomyces cerevisiae, parce qu'on pourrait se dire on fait de la bioprotection avec des cerevisiers, mais vous voyez là, vous ne pouvez pas le faire de manière préfermentaire, puisque vous avez un réel démarrage, même à faible dosage de cerevisier, 1 gramme hecto, vous avez ce démarrage en fermentation alcoolique. Donc seul Mechnicovia fruticola permet réellement une non-fermentation pendant ces phases préfermentaires. Alors ça, ce sont des comparatifs d'effets de bioprotection avec différentes espèces qu'on pourrait juger intéressantes pour la bioprotection. Vous voyez à gauche le témoin NE, non ensemencé, non bioprotégé. Et ce qu'on a suivi ici, les barres montrent la population de levure Hansenia sporoivarum, donc qui peut produire beaucoup d'acide acétique pendant la phase préfermentaire. Et donc vous voyez un bon effet de bioprotection à différents dosages de 5, 10, 20 grammes hecto avec Mechnicovia fruticola, et puis après des effets un peu plus variables à dosage équivalent avec d'autres espèces, ou des mélanges d'espèces, des fois il y a des mélanges d'espèces, et qui plus est, certains de ces mélanges ou de ces espèces seules sont également des flores fermentaires et non pas non fermentaires, donc dans ce cas-là, il y a eu des démarrages en fermentation en plus. Donc vous voyez qu'ici, l'espèce Mechnicovia fruticola apparaît comme étant particulièrement adaptée à la lutte contre Hansenia sporoivarum, qui permet de diminuer fortement les acidités volatiles qu'on peut avoir. Autre effet intéressant qui peut nous intéresser, c'est l'utilité contre le développement de bactéries acétiques. Il y a certaines années, il y a pas mal de drosophiles, par exemple, qui sont des vecteurs de ces bactéries. Et vous voyez, même à des doses relativement faibles de Mechnicovia gaia, là, vous avez une absence de croissance de ces bactéries acétiques qui peuvent être présentes de manière assez importante sur nous. Et donc, beaucoup moins de production d'acidité volatile, voire pas de production. Ce qui nous intéresse aussi en blanc, c'est le rôle retard sur le développement de Saccharomyces cerevisiae. Là, vous avez par exemple une phase préfermentaire. On cherche peut-être à mimer une stabulation préfermentaire du mou sur ces bourbes. Et ici, vous avez, grâce à la présence de Gaia, aux 2 dosages, un effet retard sur la croissance de cerevisiae, ce qui permet d'envisager cette phase sans fermentation de manière beaucoup plus sereine que sans Gaia. Alors au bout d'un moment, cerevisiae va finir par se développer. C'est sûr, elle est très puissante, elle se multiplie, elle va finir par lancer la fermentation. Mais avec Gaia, on gagne beaucoup de temps, ce qui peut nous aider, notamment si on a peu de sulfite.
Un autre exemple plus terrain ici, c'était chez nos amis italiens, c'était du Moscatel d'Asti. C'est des mous, si vous voulez, qu'on garde à basse température pour les faire fermenter plus tard, pour avoir des arômes plus frais au moment de la commercialisation des vins. Et ici, après, il y a une prise de mousse directe en bouteille. En cuve, pardon. Le problème, c'est qu'on a souvent des démarrages en fermentation alcoolique spontanée lors du réchauffement du mou. Donc ces mous sont gardés à 0 degré. Dans le cas du process classique, ils sont réchauffés ensuite et on a un départ en fermentation spontanée pendant le réchauffement du mou, avant même qu'on ait le temps de levurer avec une levure sélectionnée. Ici, dans le cadre de la modalité essai, on a mis Gaïa sur le mou à 0 degré. Alors, on a fait une acclimatation à la température, mais le mou à 0 degré était inoculé en Gaïa. Et lors du réchauffement, grâce à la présence de Gaïa et à l'effet retard sur la croissance des cerevisiers indigènes, on n'a pas eu de départ en fermentation alcoolique spontanée. C'est un élément de bioprotection et c'est particulièrement utile parce qu'après, donc, on a inoculé les 2 cuves en Saccharomyces cerevisiae sélectionnés pour compter la fermentation alcoolique. Mais évidemment, dans le cas du témoin, il y avait quand même une co-fermentation avec une levure indigène. Et à la fin, on se retrouve avec énormément d'éthanal, 100 mg par litre, qui a été produit à cause de la présence de cette levure indigène initialement. Alors que dans la modalité Gaïa, on a 2 fois moins à peu près d'éthanal grâce au fait qu'on a contrôlé cette fermentation spontanée. Donc ça, c'est un premier intérêt. Un autre essai qui est plus un essai de preuve, parce que c'est un peu plus confidentiel en termes d'utilisation, c'était un mou de Sauvignon qu'on a gardé là aussi pour déclencher la fermentation beaucoup plus tardivement, pour avoir des arômes plus frais au moment de la mise en marché. Donc on a gardé plusieurs mois, entre 0 et 2 degrés, et qu'on a fait fermenter plus tard. Donc l'idée, c'était de maintenir ce mou dans un bon état de conservation à ces températures-là. Donc vous voyez la courbe bleue, c'est la densité sur la modalité Gaïa. Il n'y a pas eu de modification de la densité, il n'y a pas eu de fermentation alcoolique. Alors c'est vrai qu'on a noté un léger dégagement de gaz carbonique après une centaine de jours dans la modalité Gaïa, mais qui ne correspond pas à une fermentation, qui correspond à une respiration, donc sans production d'alcool et qui n'est pas gênante après pour le reste des process. Par contre, dans la fermentation, dans la modalité témoin, la fermentation s'est enclenchée au bout d'un certain temps avec une chute de la densité et une production d'alcool qui a été gênante après pour les étapes ultérieures des process. Donc voilà, simplement pour vous dire que grâce à Gaïa, et évidemment c'est à mettre en relation avec la température, on peut espérer conserver des mous pendant les phases préfermentaires un certain temps, y compris en absence de sulfite. Alors je vous dis, la température c'est un facteur important. Ici vous avez une sorte d'abac qui vous permet de voir à peu près combien de temps sans fermentation vous pouvez espérer grâce à la présence de Gaïa et à son action contre les cerevisiers indigènes en fonction de la température. Évidemment, une température plus élevée va fortement avantager les Saccharomyces cerevisiae indigènes, et donc au bout d'un moment, ça va finir par démarrer. Par exemple, à 0 degré, plusieurs mois sans activité fermentaire grâce à Gaïa. À 16 degrés, vous pouvez espérer 2 jours, et après quand même un démarrage d'activité fermentaire, certes limité au début, mais qui va survenir. Donc la maîtrise thermique reste importante dans les vinifications sans sulfite. Après, alors au niveau plus pratique, je vais rentrer un peu plus dans le pratique maintenant, à quel moment on peut mettre en œuvre sa bioprotection? Le plus tôt, c'est le mieux, parce que les micro-organismes vont très vite à se multiplier. Donc évidemment, et surtout si vous avez une durée de transport qui est un peu étendue entre le vignoble et le chai, le mieux, c'est d'intervenir déjà au vignoble. Donc dans les bennes à vendanger, sorties machine à vendanger ou sur les vendanges manuelles. Donc déjà d'utiliser la bioprotection à ce moment-là. Également, si vous n'avez pas trop de peur de pression microbiologique lors du transport, vous pouvez intervenir un peu plus tard, soit au pressoir, soit en sortie de pressoir, soit dans la cuve de clarification, ou alors dans la cuve de stabulation ou de macération pelliculaire, si jamais vous procédez à ce genre d'étapes-là. Et donc là, vous pouvez utiliser une dose de 10 grammes hecto à ce moment-là. Donc maintenant, la mise en œuvre, elle est relativement simple. On va réhydrater Gaïa comme une levure classique, dans 10 fois son poids d'eau, à une température, alors là c'est plus facile qu'une levure classique, à 20 degrés ça va très bien. Vous pouvez prendre de l'eau à température ambiante, c'est conseillé, il ne faut pas dépasser 30 degrés même. Alors cette réhydratation, vous pouvez dire c'est casse-pied. On entend des fois qu'on peut utiliser effectivement les levures de bioprotection sans réhydratation. Alors oui, c'est certainement possible, elles sont assez résistantes. Néanmoins, c'est vraiment pas recommandé, quelle que soit la levure d'ailleurs, parce que ces levures se présentent, des levures sèches actives se présentent sous forme de petits granulés qui contiennent des millions de levures dans chaque petit granulé. Donc, si vous la dispersez pas, c'est comme si vous ne profitiez pas de toute cette concentration en levure. Elle va rester à un endroit et ça va pas coloniser la totalité de la masse. Alors surtout quand on est en phase solide sur des raisins, c'est vraiment une perte quelque part d'efficacité. Donc on va toujours recommander une réhydratation, ne serait-ce que pour cette remise en suspension des levures dans une phase liquide qui permet une meilleure colonisation du milieu.
Donc acclimater, alors je vous ai dit, on peut inoculer à basse température, hein, à 0 degré sans trop de soucis. Faut-il quand même, après les 15-20 premières minutes de réhydratation, faut-il encore quand même acclimater la levure à la température fraîche par ajout progressif du mou froid, d'accord, comme une levure classique pour ça. Donc, si vous voulez ajouter la levure au vignoble, donc vous pouvez faire comme pour vos bidons de SO2, mais préparez vos levures à l'avance. Vous pouvez très bien garder dans de l'eau seule Gaïa pendant 6 heures. Vous pouvez la réhydrater pendant 6 heures. On a vérifié, il n'y a pas de perte de viabilité. Si vous voulez la garder davantage que 6 heures, vous pouvez mettre, après 45 minutes de réhydratation, vous pouvez mettre du mou pour lui donner de quoi se sustenter pendant ce temps supplémentaire de conservation. Donc au moins jusqu'à 9 heures, voire même davantage. Donc une fois vos bidons préparés, vous pouvez les amener au vignoble pendant la vendange pour faire votre bioprotection précoce. Donc l'homogénéisation, c'est important. Plus vous serez homogène dans la masse ou dans le liquide, hein, plus votre bioprotection sera effective. Donc vous pouvez utiliser des pulvérisateurs, vous pouvez utiliser simplement même des arrosoirs, hein, dans lesquels vous mettez votre suspension de levure. Si vous utilisez la bioprotection en cuve, veillez à faire un bon remontage d'homogénéisation. L'utilisation avec le SO2, elle est possible, jusqu'à au moins 5 grammes hecto de SO2 ajouté, parce que même Gaïa est une levure, pour une levure non sac, qui résiste plutôt bien au SO2. Par contre, il faut éviter quand même localement une concentration de SO2 avec une concentration de Gaïa au même endroit dans la vendange. Ainsi, donc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne homogénéisation entre les deux, parce que localement, vous n'êtes pas à 5 grammes hecto de SO2, hein, si vous mettez directement la Gaïa sur la poche de SO2. Donc, par exemple, alors si vous utilisez donc Gaïa et du SO2 sur les bennes, vous pouvez très bien mettre le SO2 en fond de benne pour protéger le jus qui va s'écouler par autopressurage. Et puis après, sur les couches supérieures, ajouter de manière progressive Gaïa, de manière à effectuer la bioprotection même sur la peau de raisin et sur les baies qui peuvent être un peu fissurées. Donc, vous avez le SO2 qui va protéger de l'oxydation et Gaïa par rapport à la lutte microbiologique. Donc voilà, rapidement, hein, pour en parler plus, mais sur le biocontrôle préfermentaire, quelques mots sur le biocontrôle fermentaire, qui est quelque chose qu'on emploie depuis maintenant très très longtemps. Je vais en parler sous un angle spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est que le biocontrôle fermentaire? C'est l'utilisation de levures sélectionnées pour faire la fermentation alcoolique, tout simplement. Ça n'a rien d'innovant en soi, mais ça reste important. On peut être tenté de faire des fermentations spontanées. Ça reste important, ne serait-ce que pour continuer tout le soin qui est débuté en préfermentaire si on fait de la bioprotection. Donc déjà, pour achever les sucres, hein, c'est des garanties quand même supplémentaires. Éviter les faux goûts. On sait qu'on a en statistiquement beaucoup plus de volatiles sur des fermentations spontanées qu'en fermentation sélectionnée. Et également des productions d'odeurs soufrées qui peuvent intervenir sur des fermentations spontanées de manière un peu plus fréquente. Mais ce qui va nous intéresser là dans ce que je vais vous évoquer, c'est surtout d'éviter d'enrichir le vin en sulfite lors des fermentations spontanées. Hein, parce qu'en fait, il faut savoir que les levures, et notamment certaines levures indigènes, peuvent produire du SO2 d'éthanol et pas qu'un peu. Alors moi, j'ai fait des travaux de section de levure, on voit que certaines levures indigènes peuvent produire 40, 80 mg litre de SO2 total. Alors quand on a des levures comme ça, généralement qui produisent du SO2, elles vont produire généralement aussi beaucoup d'éthanol. Alors l'éthanol, ça nous intéresse parce que c'est le principal combinant du SO2, c'est-à-dire plus vous avez d'éthanol dans un vin, plus vous allez avoir besoin de mettre du SO2 pour avoir du SO2 actif. Donc ça va vous entraîner à avoir des niveaux de SO2 totaux trop importants. Donc cette production, elle est variable selon la souche de levure. Il faut savoir que notamment sur ces levures sensibles, plus on sulfite fort le mou, plus la levure va avoir tendance à produire davantage de SO2 et d'éthanol. Donc ça, c'est déjà un effet important à savoir. Et puis, alors des facteurs un peu moins importants, mais importants quand même, plus vous avez de l'azote assimilable, plus vous allez avoir sur ces levures sensibles, avoir tendance à produire du SO2, voire de l'éthanol. Alors surtout avec le sulfate d'ammonium. L'ammonium déjà parce que ça va entraîner des croissances plus importantes de levure. Donc, si vous avez une biomasse qui est apte à produire du SO2, plus vous en avez, plus elle va en produire. Et puis le sulfate, parce qu'on va le voir après, c'est un précurseur de la production de SO2 par les levures. Température basse, turbidité basse, malheureusement, c'est des conditions qu'on a souvent en blanc et en rosé. Et malheureusement, c'est aussi des facteurs certes moins importants, mais qui vont concourir à l'augmentation de la production de SO2 par ces levures sensibles. Alors, ces levures sensibles, c'est les levures rouges là, qui montrent ce genre de métabolisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous parlais des sulfates. Ces levures qui vont produire beaucoup de SO2, elles vont avoir tendance à réduire fortement les sulfates du mou en sulfite. Et plus encore, ce SO2 va s'accumuler parce que ces levures-là vont avoir tendance à ne pas utiliser beaucoup de SO2 pour faire des acides aminés soufrés comme l'homocystéine. Donc du coup, ce SO2 s'accumule dans le milieu et on a beaucoup de SO2 dans le mou. Par contre, au contraire, il y a quelques levures rares malheureusement, mais qui vont avoir quasiment peu de capacité à réduire les sulfates en sulfite.
Et en plus, quand elle conjugue cette faible capacité à une forte capacité à utiliser le SO2 pour faire des acides aminés soufrés comme l'homocystéine, et ben dans ce cas-là, le peu de SO2 produit ne s'accumule pas, il est transformé, on a peu de production de SO2 dans le milieu par ces levures-là. Donc elles sont particulièrement intéressantes. Et tout le travail qui a été fait de recherche au niveau de la société de l'Allemand et de INRA Supagro, également ICV, ça a été d'identifier une levure de ce type-là pour ensuite la croiser avec des levures d'intérêt œnologique. Donc, on a utilisé des levures d'intérêt œnologique qui sont particulièrement intéressantes pour leurs propriétés technologiques sensorielles, dont la non-production de SO2 n'est pas forcément garantie, puis on les a croisées avec cette levure mère qui n'a pas de capacité à produire beaucoup de SO2. Et on a fait des rétrocroisements successifs, un peu comme en amélioration végétale, en fait, de la reproduction sexuée de levure, de manière derrière à avoir une levure fille qui possède la quasi-totalité du génome, de l'hérédité intéressante au niveau œnologique de la levure verte, là, d'intérêt œnologique, et puis la petite partie du génome de la levure incapable de produire du SO2 qui va nous intéresser. C'est-à-dire, à la fin, on obtient une levure d'intérêt œnologique qui, quelles que soient les conditions de turbidité, de ferment, de température, etc., ne va pas avoir la capacité à produire du SO2. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, vous voyez simplement des exemples avec une de ces levures qui est la IOC bifruit, qui effectivement n'a pas la capacité à produire du SO2 par rapport à une levure de référence qui est utilisée ici sur les mêmes mous, ces différents essais comparatifs. Chaque température correspond à un essai et vous voyez qu'on n'a pas cette capacité à produire du SO2. Et par ailleurs, ça se double également d'une plus faible capacité à produire de l'éthanol. Ici, vous voyez pour cette levure par rapport à la levure de référence, moins de production, une perte de production d'éthanol, moins 50, moins 60%, moins 40% d'éthanol produit. Parce que les deux sont liés, évidemment. C'est pour l'aspect bioprotection fermentaire, contrôle de la production de sulfite en fermentation. Et puis pour terminer un petit peu ma présentation, il y a également les risques bactériens en phase post-fermentaire. Donc il ne faut pas arrêter le travail à ce moment-là, notamment si on n'utilise pas ou peu de sulfite. Quel est le risque dans nos vins blancs par rapport aux bactéries lorsqu'on utilise peu de sulfite ou qu'on est sur des pH élevés, parce que des fois, le fait d'être à pH élevé rend nos sulfites un petit peu inutiles. Donc, on a des risques de déclenchement précoce de la fermentation malolactique, notamment. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir souvent une production de diacétyl en bactéries indigènes. Alors, je n'ai pas parlé ici, mais on peut aussi avoir une production de gouttes souris par certaines bactéries. On sait que la résurgence de la limitation de l'utilisation des sulfites va vers une augmentation de la fréquence des gouttes souris. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Une première solution, c'est de faire des collages et notamment aussi d'intervenir avec, de diminuer la charge bactérienne avec des produits à base de dérivés de chitine. Alors, ces dérivés de chitine, qu'est-ce que c'est? C'est des formulations de biopolymères fongiques, dérivés de la chitine, qui est en fait, qui voulait un polymère qu'on trouve dans l'état naturel, qu'on trouve abondamment à la surface de la planète. Et grâce à ça, on peut produire des molécules d'intérêt œnologique, comme le chitosane, par exemple, le glutane. Alors, le chitosane est autorisé en œnologie et en bio. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il n'y a pas qu'un seul chitosane, il y a différents chitosanes, donc avec différentes tailles, degrés d'acétylation, ce qui leur donne différentes fonctions, soit pour le collage, soit pour des intérêts microbiaux. Et notamment la diminution forte de la charge en bactéries lactiques et acétiques pour l'une de ces formulations, avec donc à la clé une maîtrise et un blocage de la fermentation malolactique lorsqu'elle n'est pas désirée, ou lorsqu'elle est désirée, après fermentation malolactique, pour essayer de contrôler la vie microbienne et bactérienne dans ces vins, notamment quand ils sont peu sulfités. Donc éviter les déviations post-fermentation malolactique, comme la maladie de la graisse dont on voit de plus en plus de cas, certains phénols volatiles, des amidogènes, les gouttes souris, etc. Donc ça, c'est un exemple pratique avec différentes alternatives ou pas, dans le cas du SO2, la courbe bleue, pour le contrôle de la fermentation malolactique. Donc le témoin sans alternative, vous voyez un développement bactérien, ici c'est les bactéries lactiques qu'on suit, qui est très important avec un déclenchement de la malo, mais même le SO2 ici n'a qu'un effet retard et en fait si on ne fait pas des réajustements, on a quand même un développement bactérien et une fermentation malolactique. Le lysozyme, pareil, on a un effet retard, mais derrière avec une malo qui se déclenche. Et c'est finalement la courbe rouge, là, le dérivé de chitine bactylase, qui permet de ne pas avoir derrière de redéveloppement bactérien et de malo. Donc un bon contrôle là-dessus. Une autre alternative, c'est de se dire, oui, je dois faire la fermentation malolactique parce que mon vin n'est pas sulfité ou qu'il a un pH élevé. Mais je peux peut-être l'anticiper, éviter les notes beurrées, les goûts de souris, etc. Donc on se dit, oui, on va faire la fermentation malolactique, mais dont on le souhaite. Et dans ce cas-là, on peut utiliser les techniques de co-inoculation avec une flore bactérienne sélectionnée. D'accord? Co-inoculation, c'est-à-dire rajouter les bactéries peu de temps après les levures.
et on coupe l'herbe sous les pieds aux bactéries indigènes de cette manière-là. Évidemment, choisir des bactéries qui sont peu productrices ou non productrices de diacétyl et qui vont ne pas avoir de capacité en conditions œnologiques à produire des gouttes souris. Donc, il y a des sélections qui existent là-dessus. Je ne rentre pas dans les détails, mais ces solutions existent en fait. Et ça permet de stabiliser le vin au niveau microbiologique puisqu'on consomme l'acide malique. Donc voilà, en conclusion de mon discours, j'espère que je suis dans les temps. Donc, vinifier avec moins de sulfite, c'est faire preuve de bon sens. Hein. Déjà, c'est la première chose. Donc, vinifier avec des raisins sains. Avec botrytis, c'est beaucoup plus compliqué, je vous le souhaite pas. C'est également de vinifier avec en faisant attention au pH, puisque des pH faibles permettent finalement de mieux maintenir la microbiologie à un état correct dans les moules et vins. Attention à la température aussi. Agir vite, donc occuper le milieu tôt, éviter la latence, les délais. Évidemment, c'est très important. Ouvrir l'œil, donc avec peut-être un peu plus d'analyse microbio, de suivi de volatile que d'habitude pour savoir où on en est et identifier, de se poser en amont des vinifications, identifier les étapes à risque dans le process pour savoir à quelles étapes on a des délais trop importants ou des températures trop importantes, donc où il y a des risques microbiologiques. Donc ça, il faut le faire un peu en amont des vendanges. Et donc, c'est une vinification qui est réfléchie. Il ne faut pas croire, ça reste une vinification qui est souvent interventionniste en général. Par contre, interventionniste ne veut pas dire intrant chimique. Il est possible d'utiliser des alternatives d'origine naturelle, des levures, des bactéries, des dérivés de chitine. Voilà, donc pas forcément des intrants chimiques. Donc l'idée, c'est d'adapter tous ces outils au niveau de risque rencontré à chaque étape. Pas forcément tout utiliser, mais bien analyser en fonction de ce niveau de risque. Et la règle, c'est anticiper vaut mieux que guérir, parce que c'est vraiment une course contre la montre. C'est cette réduction des sulfites en vinification. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions pour la suite, n'hésitez pas à les poser par mail, on y répondra dans un deuxième temps. Merci à tous. Merci Olivier pour votre présentation complète. Donc je rappelle l'adresse mail pour les questions, c'est donc viti@cda37.fr. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Christine. Donc responsable développement chez Vivention, pour évoquer l'aspect maîtrise des risques oxydatifs sur les mous blancs et rosés. Christine, vous avez 20 minutes, c'est à vous. Merci. Merci Philippe. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. C'est bon. Super, très bien. Donc, je vous remercie pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, responsable de la recherche œnologique chez Vinvention. Et avant de commencer, parce que Vinvention, c'est un nom qui n'est pas toujours connu par tout le monde, je voudrais juste vous rappeler que le groupe Vinvention, c'est en fait un groupe de bouchonniers. Nous avons plusieurs marques, dont Noma Cork, dont vous avez certainement entendu parler, avec des bouchons pleins de cork, mais également d'autres marques, des bouchons synthétiques avec Syntec, des naturels et notamment des micro-naturels sous la marque Hollinger, et je citerai Super au passage, et ensuite des capsules à vis avec les marques Alplas et Vintop. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de la marque WQS avec laquelle nous nous intéressons à la maîtrise du process œnologique, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi un bouchonnier est allé dans ces méandres de la vinification. Donc on a commencé initialement par s'intéresser au bouchage et notamment au choix du bouchage par rapport au vin et la durée de vie des vins souhaités par le vinificateur. Très très vite, on se rend compte dans ce cas-là que l'oxygène qui va passer à travers le bouchon a une importance capitale pour l'évolution du vin et sa durée de vie. Puis on vient à se rendre compte à ce moment-là que l'embouteillage et les conditions d'embouteillage ont véritablement un impact sur cette durée de vie. Et puis petit à petit, on remonte la chaîne et on se rend compte que tout ce qui a été fait avant l'embouteillage sur le vin va également influencer cette durée de vie. Donc, quand on parle de cette chaîne de vinification, on a un double paramètre à maîtriser pour maîtriser la durée de vie. Ce double paramètre, c'est l'oxygène, plutôt sur les phases les plus tardives de la vinification et de l'élevage, et que dans un premier temps, ce sont les polyphénols qu'il va falloir maîtriser parce qu'ils sont largement impliqués dans les phénomènes d'oxydation. Donc c'est comme ça qu'on a l'habitude de représenter un petit peu les choses dans notre équipe en disant que finalement c'est un puzzle. Maîtriser la durée de vie des vins, c'est maîtriser plusieurs caractères, notamment le pôle phénolique, les apports d'oxygène,
la mise, la prise d'oxygène à l'intérieur de la bouteille à la mise, ce que l'on appelle le TPO, et enfin la perméabilité du bouchage, et que toutes ces pièces de puzzle sont imbriquées les unes avec les autres. Alors quand on se situe dans un contexte de baisse des doses de sulfite, donc non seulement on s'impose un cadre légal qui est plus restrictif que le cadre classiquement admis, mais bien évidemment on va se passer au moins en partie du caractère antioxydant du SO2. Et donc il va falloir repenser finalement ces étapes de process pour atteindre son objectif de produit et respecter le style que l'on souhaite mettre sur le marché. Donc ça, c'est une échelle d'évolution du type aromatique des vins qui est assez connue. Quand vous avez des vins qui sont plutôt en phase réductrice, donc moins d'oxygène, vous allez aller vers les notes réduites, minérales, etc. Le SO2, il l'aide à rester dans cette gamme, cette palette aromatique-là. Et quand vous avez plus d'oxygène, vous partez plutôt sur les fruits plus mûrs, l'acacia, voire le miel. Et sans SO2, on se situe plus facilement dans cette gamme-là. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les risques microbiens qui sont liés aux faibles doses de SO2, puisqu'Olivier vient de le faire dans toutes les étapes du process. Moi, je vais m'intéresser plutôt aux risques oxydatifs, donc l'évolution de la couleur, les brunissements, les évolutions accélérées, voire ce que l'on appelle habituellement les oxydations prématurées. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher, je ne vous l'ai pas dit au début, mais je suis chimiste et je ne peux jamais m'empêcher de mettre quelques dessins de molécules dans les présentations, mais ne coupez pas le webinaire tout de suite parce que vous allez voir que je ne vais pas rentrer dans le détail. L'objectif, c'est de vous montrer qu'en fait, ce n'est pas compliqué à comprendre. Les mécanismes d'oxydation, ce sont des mécanismes qui impliquent l'oxygène, les polyphénols et des ions métalliques. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir agir en cave sur ces trois paramètres-là. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura eu ces premières réactions entre oxygène, polyphénol et ions métalliques? On va former des composés instables, les petites quinones là que vous voyez sur le milieu de la diapo. Ces quinones, elles sont très instables, elles réagissent avec plein de composés qui sont présents dans les mous ou dans les vins, et elles vont permettre de limiter, de détruire certains composés ou de former d'autres composés. Donc, par exemple, en réagissant avec les composés soufrés, on va avoir tendance à diminuer la concentration de thiols variétaux ou à moduler le niveau de réduction dans les vins. Quand ces quinones vont réagir avec des acides aminés, on va former des arômes oxydatifs. Et puis, bien évidemment, elles vont pouvoir réagir avec d'autres polyphénols et avoir des conséquences sur l'amertume, l'astringence, le gras ou la couleur. Bon, ok, une fois qu'on a compris tout ça, il y a quand même pas mal là-dedans d'évolutions qui sont décrites comme oxydatives par les vinificateurs. Quels sont les bras de levier que l'on a en cave? Alors, le premier bras de levier, c'est celui de l'inertage, éliminer l'oxygène. Ça, c'est quand même un sacré défi. Maintenir son mou et son vin sous gaz inerte pendant toute sa durée de vie, c'est un petit peu utopique, on n'y arrive pas. Et notamment, au moment de la mise, on est sûr et certain qu'on prendra un petit peu d'oxygène. Donc, dans certains cas, c'est une stratégie viable et dans d'autres, ça l'est un petit peu moins. Le deuxième bras de levier, c'est de moduler, quand on en a besoin, les concentrations à la fois de polyphénol et d'ions métalliques. Et pour cela, on va utiliser des méthodes de collage, donc soit des colles proprement dites, des colles œnologiques, soit éventuellement, sur les phases pré-fermentaires, une oxygénation de mou. Si malgré toutes ces précautions-là, on ne réussit pas à limiter ces mécanismes d'oxydation, viennent ensuite les actions plus correctives, l'utilisation de SO2, dont on veut limiter l'utilisation dans le cadre de ce webinaire, donc c'est pas forcément un bras de levier très intéressant. Et ensuite, plus des collages correctifs qui vont être là une fois que le mal est fait, j'ai envie de dire, et qu'on a déjà des caractères oxydatifs qui sont apparus. Alors moi, ce que je voudrais dire, et je rejoins Olivier, Olivier a dit qu'il fallait travailler très tôt et qu'il fallait raisonner ce que l'on faisait, d'autant plus quand on veut se passer de sulfite. Donc c'est un petit peu le même discours que je vais tenir par rapport à ce risque oxydatif. L'objectif, je pense, est de moduler la charge phénolique dès les phases préfermentaires, au plus tôt dans le process. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est dans la phase préfermentaire, donc on est encore dans l'état de mou, on va avoir dans le mou des précurseurs aromatiques. Tout n'est pas encore révélé par la phase fermentaire.
Et on peut, dans certains cas, avoir des teneurs en polyphénol élevées. Et ces teneurs en polyphénol élevées, je vous montrerai par quel biais, on peut s'en rendre compte très très tôt. Si jamais on a cette teneur en polyphénol élevée, on va avoir plusieurs options, soit d'oxygéner ou de coller sur mou. Et une fois que la FA va passer sur les mous qui auront été traités, on obtiendra des vins avec peu de polyphénol parce qu'éliminés très tôt et une sensibilité à l'oxydation qui est faible. Donc en fait, on aura traité avant la révélation aromatique, donc on aura pris moins de risques par rapport à ce pool d'aromatiques. Au contraire, l'autre stratégie qui consiste à attendre et à dire qu'on traitera, on modulera après la fermentation, donc en gros on fait pas ou peu de traitements pré-fermentaires et on se rend compte sur 20 finalement que l'on a beaucoup de polyphénol et que l'on a des vins qui sont sensibles à l'oxydation. On colle à ce moment-là sur 20, donc on a des collages qui sont moins efficaces, on a de l'éthanol dans le milieu et en plus on a un risque de perte aromatique qui est plus fort. Donc tout l'objectif ici pour travailler dans des vinifications sans sulfite, ça va être de qualifier les mous au plus tôt, savoir s'ils ont besoin d'être traités pour limiter les concentrations de polyphénol et décider des besoins en collage, en oxygénation et piloter ces collages et ces oxygénations. Donc nous, ce que l'on utilise, c'est une technologie qui est utilisée depuis très 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 longtemps par les académiques, c'est la technologie de la voltamétrie. Cette technologie, elle présente un avantage certain, elle est très rapide et elle permet d'être réalisée sur des échantillons qui ne sont pas préparés. On a de plus développé des électrodes de mesure qui sont jetables, donc qui ne nécessitent pas de préparation d'échantillons. Donc vous avez votre mou à la sortie du pressoir, vous mesurez directement sans le clarifier, le centrifuger, le diluer, enfin toutes les étapes là qui sont super en labo mais qui sont absolument impossibles à réaliser en cave. Et vous n'avez pas non plus besoin de calibrer quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un appareil qui a été développé pour être utilisé sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Sur le jus ou sur le vin, d'ailleurs, que l'on pose sur l'électrode, on applique des potentiels croissants. À chaque potentiel, on oxyde des molécules différentes, parmi lesquelles, en grande majorité, des polyphénols. Chaque oxydation va libérer des électrons. Donc, vous voyez sur la petite équation que j'ai mise, il y a des électrons libérés. Ces électrons, ils génèrent un courant électrique. Et donc, on mesure ce courant électrique. Et pour simplifier la vie des utilisateurs, à partir de ce que l'on obtient comme signal brut, on a créé des indices pour faciliter l'interprétation et la prise de décision en temps réel. Donc, les deux indices que l'on a créés, ils s'appellent EasyOx et Phenox. Ce que l'on va retenir essentiellement là pour la suite de cette intervention, c'est que le Phenox, c'est l'ensemble des composés oxydables, c'est corrélé à l'indice de Follin. Donc, en gros, c'est l'ensemble des polyphénols. Donc maintenant, c'est super, on sait qu'il faut maîtriser les polyphénols et on a un moyen rapide pour les voir en cave dès qu'on est en train de presser. Bon, vous allez me dire, c'est chouette, mais si jamais on n'a pas de référence, si on n'a pas une expertise qui est liée à ça, on va mettre des années et des années avant de savoir utiliser l'appareil. Donc l'avantage également, c'est que c'est un appareil qui est un système coopératif. En fait, les données sont mises en commun et sont réutilisées par tous les utilisateurs, un petit peu comme quand vous utilisez Waze sur pour votre GPS. Si jamais vous avez beaucoup d'utilisateurs de Waze, vous allez très facilement savoir s'il y a des bouchons sur la route ou non. Mais là, ici, quand on a beaucoup d'utilisateurs de l'appareil, ce qui est le cas maintenant, on a plus de 30 000 données dans la base de données, on peut comparer ces données à des valeurs de référence pour un cépage donné à une étape de process donné. Et on a des règles qui viennent s'afficher sur l'écran de l'appareil pour déterminer si c'est le moment, par exemple, de fractionner les jus au pressoir ou si on est très largement au-delà des valeurs qui sont habituellement observées pour un certain type de jus à une certaine étape de process. Donc on accède à un champ de connaissances qui n'est pas forcément accessible à l'échelle individuelle. Et donc aujourd'hui, c'est un appareil pour lequel on a des règles expertes sur la plupart des étapes du process de vinif et on continue à travailler pour en intégrer. Alors j'en reviens maintenant, vous êtes en train de faire des vinifications sans sulfite et donc comme je vous disais, vous avez intérêt de vérifier très, très tôt si vous avez des fractions qui sont riches en polyphénol. Donc la première étape au cours de laquelle on extrait les polyphénols, c'est le pressurage. Et donc la première étape à maîtriser, c'est son pressurage. Savoir si lorsque l'on
presse son jus, on peut isoler des fractions de gouttes qui sont pauvres en polyphénol et des fractions de presse qui sont plutôt riches en polyphénol pour avoir un traitement différencié entre les deux. Donc le jus de goutte, vous voyez ici, il est constitué par les premières phases, alors les jus d'égouttage et puis les premières phases de remplissage. Et ensuite, les jus de presse, on voit sur cet exemple-là, qui est un exemple classique du pressoir quasi idéal, vous avez, à partir d'un certain moment, une augmentation du phénox qui est liée à une augmentation de la concentration de polyphénol. J'ai envie de dire, c'est le moment où il faut tourner la vanne derrière le pressoir. C'est le moment où, en pressant, on commence à taper dans la pellicule des raisins et où on a une extraction importante. Donc là, vous faites des prélèvements au cours du pressurage, vous obtenez votre phénox. Tant qu'il n'augmente pas, l'appareil dit rien. Et quand il augmente, vous voyez le petit pop-up qui apparaît et qui vous suggère de séparer les jus. Donc là, si vous avez une maîtrise de votre pressurage, vous allez avoir des cuves qui vont avoir des concentrations de polyphénol différentes. Maintenant, la grande question, c'est mais qu'est-ce que je fais avec ces cuves-là? Comment est-ce que je me rends compte si elles sont riches ou pas riches et si j'ai intérêt à coller, oxygéner, coller fortement ou pas très fortement? Donc là maintenant, pareil, en utilisant les indices et en mesurant sur les cuves de débourbage, on peut qualifier ces mous très tôt pour prendre les décisions de collage ou d'oxygénation. Donc, grosso modo, en considérant le phénox, si on a un phénox élevé, ça veut dire qu'on a beaucoup de polyphénol. Un phénox élevé, c'est en fait un phénox qui est au-delà des médianes pour le cépage considéré. Ces médianes arrivent de la base de données. Donc, c'est quelque chose que vous avez à l'écran de votre appareil. Donc, quand les phénox sont élevés, on a un intérêt, c'est de diminuer la charge de polyphénol sur les mous pour limiter les risques d'oxydation ensuite sur les vins. En revanche, quand l'indice phénox est bas, il n'est pas forcément indispensable de diminuer la charge polyphénolique, ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, on aura quand même intérêt à coller ou à oxygéner pour des choix œnologiques, un choix œnologique de profil de produit ou un intérêt par rapport à la couleur, par rapport au tassement des bouts. Ensuite, la question peut se poser également, quel choix entre collage et oxygénation? Et donc là, en général, on travaille sur l'autre indice dont je ne vous ai pas parlé jusque-là, qui s'appelle EasyOx. Cet indice-là, plus il est élevé, plus le mou sera réactif à l'oxygène. Donc en général, on préfère faire des oxygénations sur des mous qui ont des EasyOx élevés. Ce qui ne veut pas dire que les collages ne fonctionneront pas, mais en tout cas, l'oxygénation sera très efficace dans ces cas-là. Donc là, on est en position à ce moment-là, donc très tôt, sans envoyer au laboratoire et en ayant un résultat 48 heures plus tard. Il faut à ce moment-là véritablement mesurer sur les lieux du crime et comparer à une base de données qui est fournie avec l'appareil. Alors moi, je voudrais partager avec vous déjà quelques données, puisqu'on vendange ailleurs, en Bourgogne, en Champagne, dans le Languedoc, en Provence et à Bordeaux depuis déjà quelques jours, voire plus même 2-3 semaines à certains endroits. Je voudrais partager les premières tendances du millésime avec vous. Alors on parle partout dans la presse d'hétérogénéité à la vigne. Je peux vous assurer que l'hétérogénéité sur les jus qui sortent des pressoirs, on les voit également. On a sur un même domaine, parfois, un même pressoir, même cycle de pressurage, même cépage, des valeurs de polyphénol qui sont du simple au double. Donc vraiment une hétérogénéité qui est très très forte en fonction de la parcelle qui rentre. Donc a priori, certaines parcelles qui ont plus souffert de stress hydrique thermique que d'autres. On a également, de manière globale, une tendance à avoir des mous qui sont riches en polyphénol. Donc là, sur le graphe qui est présenté, vous avez en gris la distribution des mesures polyscan, donc des phénox, qui présentent la richesse totale en polyphénol, de jus de Sauvignon blanc. Vous voyez qu'habituellement, on les voit principalement, ces mesures, entre 400 et 500 unités de phénox. Sur les 10 premiers jours de pressurage de Sauvignon blanc, on s'est retrouvé plutôt avec des mesures entre 500 et 700 unités de phénox, ce qui montre très clairement cette richesse en polyphénol et donc ce besoin de réflexion pour stabiliser les jus. Et enfin, beaucoup plus fréquemment cette année que les années précédentes,
on a des jus de goutte qui sortent tout seuls, de l'autopressurage qui semble être plus facile. Alors, je ne sais pas si ce sera le cas en Val-de-Loire, mais de manière globale, on a des forts rendements en jus de goutte, avec pas forcément beaucoup de macération, mais malgré tout, des niveaux de phénox qui sont élevés dès les égoutages. Donc certainement des baies qui sont très mûres, qui s'ouvrent toutes seules, qui extraient beaucoup de polyphénol très rapidement. Et donc des suivis de pressoir qui ne sont pas aussi idéaux que celui que je vous ai montré précédemment. Donc là, dans ce cas-là, il y a des vrais besoins de réflexion sur les traitements de jus, les séparations. Qu'est-ce qu'on fait des jus de goutte? Qu'est-ce qu'on fait du cœur de presse? Et qu'est-ce qu'on fait des fins de presse? Il y a plein de questions de logistique qui se posent. Donc je pense que cette année, c'est un millésime où la maîtrise de la gestion des polyphénols va certainement être clé par rapport à l'oxydabilité des vins par la suite. Voilà, j'en ai terminé. Je vais vous souhaiter de bonnes vendanges à tous et puis vous dire que votre contact local en Val-de-Loire, c'est ma collègue Jenna Lebray, donc vous avez les coordonnées ici en bas. Et on reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Donc on enchaîne tout de suite par un témoignage d'un vigneron, François Pinon, vigneron à Vouvray, sur ses expériences du son SO2. Après avoir constaté quasiment chaque année des goûts de réduit, enfin des phénomènes de réduction pendant la phase fermentaire, qui sont sans doute très liés au petit apport de soufre que je peux mettre après le pressoir et avant la fermentation, que ce problème se pose. Et donc c'est pour éviter ces ennuis organoleptiques de réduction que je vais tenter, ou qu'on a commencé à tenter cette année, de baisser et voire pour certaines cuvées, de ne plus mettre de soufre avant la fermentation, avant le début de fermentation. Moi j'ai eu des contacts avec des vignerons allemands depuis plus d'une vingtaine d'années, où ils travaillent avec des cépages aromatiques, et pour eux le soufre avant la fermentation c'est vraiment la bête noire, enfin c'est inenvisageable, inimaginable. Ils ont trop peur d'avoir des caractères réduits qui vont bouleverser, enfin, ou abîmer sérieusement l'aspect aromatique des cépages. Aucun problème de réduction, bien sûr. La fermentation s'est pilotée tranquillement et l'objectif était atteint, quoi, hein, de ne pas être gêné. On n'avait pas forcément besoin de remettre de la micro-oxygénation en cours de fermentation, juste ce qu'il fallait pour nourrir la cinétique fermentaire, mais on n'a eu aucun problème de réduction. Je recherche la réduction parce que ça c'est une vieille déformation, donc il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas non plus de caractère oxydatif, on est loin des arômes de cidre, enfin, ou de jus de pomme désagréables. Là, quand on fera le dégorgement, il faudra sans doute mettre un petit peu plus de soufre que ce que je mets d'habitude. D'habitude j'en mettrai vraiment très, très peu. Là on sera peut-être obligé d'en mettre à peu près 1 gramme pour tenir quand même le vin une fois dégorgé, quoi. Parce que le dégorgement, on va prendre un petit peu d'oxygène et donc il faudra qu'on protège le vin pour l'année qui suit, en gros. On est de nouveau en ligne. Donc pour conclure ce webinaire, donc pour résumer sur les aspects diminution des sulfites, des avantages et des inconvénients. En premier lieu, le contre. On a vu donc que la baisse des sulfites va entraîner d'éventuels risques de fermentation malolactique prématurée, voulue ou pas voulue. Et donc il va falloir les contrôler. Formation d'acétate d'éthyle ou montée de volatile, des soucis d'oxydation, notamment liés avec les problèmes liés au polyphénol, et l'apparition de gouttes sourides s'il n'y a pas de SO2 libre. Donc vous, vignerons, vous allez être obligés d'avoir une gestion beaucoup plus technique, très pointue par rapport à la microbiologie et aux analyses physico-chimiques. Le pour, donc avec les différents vins que j'ai pu goûter à chaque fois, donc, et puis les différents témoignages, il n'y a pas de réduit dans les mous ou dans les vins lorsque l'on n'utilise pas de SO2 sur raisin avant fermentation alcoolique. Pas d'extraction du végétal et des tanins, hein, parce que le SO2 a un pouvoir extractible très fort.
En éliminant les composés oxydables très tôt, et on l'a vu, Christine l'a rappelé, on se libère des risques oxydatifs ultérieurs. Olivier l'a précisé, plus on met de SO2 avant fermentation alcoolique, plus on produit d'éthanal, et c'est l'éthanal qui combine à quasiment 100% le SO2 libre. Donc vous aurez, en ayant moins d'éthanal, votre SO2 libre sera beaucoup plus efficace. Plus de fruité et moins d'amertume. Et on répond à un besoin du consommateur et aussi aux consommateurs allergiques au SO2. Voilà pour ce webinaire. Donc, il y a quelques questions. Donc, une question pour Olivier. Olivier, vous êtes avec nous, voilà. Oui. Donc, une question. Si la vendange est botrytisée, y a-t-il intérêt à utiliser le biocontrôle avec Gaïa? Alors, oui. Mais pas forcément sans SO2 pour le coup. Là, on va être très prudent sur une vendange botrytisée. Par rapport au risque oxydatif, Gaïa ne va pas offrir de protection. Par contre, au niveau microbiologique, sur une vendange botrytisée, on a une baie qui est atteinte avec un accès au sucre et autrement que botrytis, on peut avoir d'autres micro-organismes qui peuvent intervenir beaucoup plus que sur des baies saines. Donc effectivement, ça peut être très intéressant en complément du sulfitage d'utiliser de la bioprotection avec cette limitation des 5 grammes hecto pour la souche Mectinicovia fruticola, même si c'est déjà élevé pour non-sac qui est là. Mais oui, effectivement, ça peut être intéressant pour limiter ces micro-organismes qui peuvent être plus présents et plus rapides au niveau de leur intervention. Merci Olivier. Donc j'ai encore une question, puis après j'ai une question pour Christine. Olivier, doit-on faire le collage chitosane avant fermentation alcoolique? Alors nous, on avait déjà fait quelques. Alors c'est plutôt donc l'utilisation du chitosane pour nous est plutôt post-fermentaire. Dans la mesure où sur un milieu comme un mou, on est quand même beaucoup plus chargé en particules et donc comme le chitosane est un produit de contact, cette efficacité pourrait être un peu moins importante sur des milieux chargés comme des mous. Donc effectivement, ce qui a été bien validé, c'est l'utilisation sur des mous en fin de fermentation alcoolique, si on a des problèmes d'arrêt de fermentation par exemple, avec des développements de volatiles, des choses comme ça, ou post-fermentation malolactique, ou fermentation malolactique. Mais sur mou, sur mou vraiment frais, c'est vrai que il y a moins de recul quand même à ce jour, quoi. Donc je ne dis pas non, mais voilà, c'est peut-être un peu moins confortable que après. Merci Olivier. Donc Christine, une question pour vous. Comment doser l'oxygénation du mou? Ça, c'est une vaste question. L'oxygénation du mou, c'est quelque chose qui est relativement difficile à prédire à l'avance parce que en fonction de la composition du mou et de l'oxygène qu'il a déjà reçu auparavant, on peut avoir des doses qui sont très très différentes. Donc nous aujourd'hui, ce que l'on préconise déjà, c'est de décider grâce à la composition du mou si on va oxygéner ou non, et ensuite de suivre la diminution des composés au cours de l'oxygénation. Donc ce qui nécessite d'un petit peu suivre et d'être au pied de la cuve, mais on a des ordres de grandeur de diminution qui sont obtenus pour des oxygénations de mou. Une dernière question? Oui. Je vais la lire. Oui. Pour Christine, lors du débourbage, la diminution de la valeur ESIOX est-elle efficace par oxygénation du mou lorsque le mou est à très basse température, 0 degré? Alors 0 degré, disons que la polyphénol oxydase, elle est beaucoup moins active à 0 degré. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à oxygéner et donc oxyder les composés à 0 degré, mais on aura beaucoup moins d'efficacité que si l'on travaille à entre 10 et 15 degrés. Donc il est quand même préférable de travailler à une température un petit peu plus élevée. Et donc pour Olivier, une dernière question qui rejoint une question sur le chitosane. À quel moment doit-on faire le collage au chitosane? Je crois que vous aviez déjà répondu, mais on peut le repréciser. Oui, je disais effectivement, pas trop tard, mais plutôt post-fermentation alcoolique. Je reviens, ça me permet de revenir un peu sur ma réponse précédente. C'est vrai qu'on a quand même des utilisations, quand on veut empêcher des malos sur des blancs, on a sur des pH élevés, sans sulfite, des choses comme ça, on veut effectivement utiliser souvent le chitosane un peu avant. Voilà, c'est moins efficace à cause de la charge qu'il y a dans le mou. Ça veut pas dire que ça ne peut pas être fait non plus, mais peut-être que les doses devraient être plus importantes. Et peut-être pour un maximum d'efficacité, plutôt que d'utiliser du chitosane, il vaudrait mieux peut-être utiliser une bactérie sélectionnée alors certes, ça va désacidifier, mais ça va permettre d'éviter des goûts beurrés ou des goûts de souris, des choses comme ça. C'est peut-être le plus efficace sur ce genre de matière sensible, on va dire. Voilà. Donc voilà ce que je peux répondre en plus. Audrey, d'autres questions? Une dernière question, oui. Pour essayer de protéger des vendanges manuelles de la prolifération de micro-organismes,
dans un processus de vinification sans intrants, peut-on envisager, en complément de la désinfection des récipients et matériels vinaires, de traiter la vendange entière à l'ozone pour éliminer les micro-organismes présents sur les pellicules? Alors là, c'est moins mon domaine d'expertise pour le coup. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Philippe, là-dessus. Non, moi, je vais pas dire non parce que ça me paraît peut-être dans la pratique un peu compliqué. Après, s'il y a des installations qui permettent de le faire, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus qui me permettent d'affirmer qu'on peut le faire ou au contraire de l'infirmer. Donc, je préfère ne pas me prononcer sur cette question-là. Alors peut-être que Philippe a un champ de vision plus large là-dessus. Je ne sais pas. Non, j'ai pas de précision sur cette question. Donc merci, on clôt les questions. Merci pour votre participation.